Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltorbe. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop, non pas M. Erlich Dorelas, c'est avec plaisir. La caméra nous va le faire décryptage d'informations. Là, ça nous fait toute salle des nouvelles à travers le monde, on a chercher comment le monde a bougé côté information, repérer l'info dans l'info, côté nous gagnons zoom nous sous ça a bougé dans la planète Terre là. Direction au pays blanc américain. Président Donald Trump, monsieur lancé campagne électorale je suis passé là à Orlando. Eh bien, non-stade basketball, en pile partisan président, t'es débarqué, massé, vin tendé, mais faille président américain. Mais ça, non, ouais, président, c'est comme si monsieur fait un flashback dans l'élément de campagne qui était passé déjà pour le capable de relancer campagne 2020. On va regarder l'examen dans France 24, après on a le décrypté. Acclamé par la foule, c'est tout sourire que Donald Trump arrive à son pupitre. Comme à son habitude, le président américain s'est montré très à l'aise, d'emblée incisif envers les journalistes et les démocrates. Un Trump de 2020 qui ressemble beaucoup à celui de 2016. Nos opposants démocrates radicaux sont guidés par la haine, les préjugés et la rage. Ils veulent vous détruire et ils veulent détruire notre pays tel que nous le connaissons. C'est inacceptable, ça n'arrivera pas. Et le fond non plus n'a pas beaucoup changé. Dans un discours d'un peu plus d'une heure, Donald Trump a brandi ses thèmes favoris, les mêmes qui lui avaient permis d'être élu en 2016. Lutte contre l'immigration, victimisation face à l'acharnement supposé des médias et de ses opposants. Nouveauté cette fois, la bonne santé économique mise en avant par le candidat à sa réélection. En effet, 2 ans et demi après son investiture, le taux de chômage est historiquement bas, même si les travailleurs pauvres sont nombreux. Le monde entier nous envie notre économie. C'est probablement la meilleure économie que nous ayons eue dans l'histoire de notre pays. Et tant que vous garderez cette équipe en place, nous avons un énorme chemin à parcourir. Notre avenir n'a jamais été aussi prometteur. Si Donald Trump a promis un séisme dans les urnes, sa position reste délicate dans les sondages. La Floride, dans l'État qui a une importance capitale dans l'élection pays blanc américain. Eh bien, monsieur, tu as lancé campagne là à Orlando. Eh bien, pendant que en pile partisan président Donald Trump t'a chauffé, il est content, il t'a parisé pour t'en des messages président. Et ça qui est intéressant, puis l'observateur pose des questions. On connaît l'élection, ce qui passé Donald Trump a remporté la Floride, c'est un État qui est capital pour capable de qui est-ce qui a gagné un course électorale là, course présidentielle là de préférence. Eh bien, le président Trump, monsieur, qui lançait même ça, Basilio Remetandia, qui parlait de immigration, de travail qu'il a fait. Eh bien, nous, ouais, partisans Lio, t'es campé, il a applaudi le président. Le président fait connaître que si il a voté démocrate, eh bien, il a crasé tout ça, le fait. Monsieur, ouais, qui
ten face avec immigration. Je débat NBC, Telemundo, qui nous connaît, Telemundo, qui c'est en télévision, débat interview côté président américain, parler de affaires immigration, gain, monde dans la communauté espagnole qui content travail à faire les affaires immigration avec déportation de masse qu'il a annoncé. Je ne sais pas si qu'elle retourne sous décision, on va voir ça un peu plus tard dans l'émission ça, mais il faut donc que président Trump, monsieur, qui des fois, ouais, lorsque campagne a lancé et partisans liés qui mobilisés, et monsieur dit que les médias que le qualifié de fake news, eh bien, s'il pas de fait moun, non, je ne sais pas si dans l'ancien campagne là, il va pas parler, il va dire oui, il pas fait moun, mais il fait moun, il va pas le dire que le fait moun. Mais il y a des gens qui disent, président, tu fait qu'on est que son outsider. Dans la première élection, il y a pour le gagner l'élection. On est dit aller à Washington, c'est lui-même qui a dirigé. Eh bien, on a un pile scandale autour de présidence Lyon, un pile monde qui a arrêté, qui était impliqué dans des dossiers un petit peu louches. Mais président américain, est-ce que M. Braldil sont outsider encore? Ou bien il a besoin de l'autre message pour capable de relancer la machine électorale pour remporter la victoire en 2020, nous-mêmes comme observateurs dans suivre de près l'évolution de la situation. Encore direction aux États-Unis, le président américain a quitté lancé pour sur Twitter, déportation en masse de immigrants. Eh bien, CNN a rapporté que le président dit, il n'a pas besoin haïtien. Oui, il a rapporté, il a appelé le matin au CNN, pas besoin haïtien, que haïtien. Est-ce qu'il a préféré avec haïtien qui gagne temporary status, ça serait les TPS. Le président américain qui en pile activiste de l'immigration a questionné. Le président dit que c'est Nancy Pelosi qui fait au fond campo. Le camp est là pour 2 semaines. Eh bien, si il ne pas relancer le syndicat politique, mais gâteau là pour ça, chambre député à chambre sénat fait, eh bien, déportation de masse là à reprendre. Ensuite, avec Confredou, dans Euronews, il y a un Zoomio qui t'a des situations, nous va le décrypter avec vous pour comprendre ce qui a passé là, puisque 2020 va approcher à un grand pas. Donald Trump qui a utilisé toute stratégie de campagne pour montrer que c'est un homme fort qui peut diriger l'Amérique. On regarde ça maintenant après. Le président américain Donald Trump a annoncé ce samedi qu'il retarderait de 2 semaines les arrestations et expulsions massives de sans-papiers, une opération qui devait débuter ce dimanche dans une dizaine de grandes villes américaines comme New York, Chicago ou Miami. Dans un tweet, le président a indiqué vouloir laisser aux républicains et aux démocrates du temps pour trouver un compromis sur les questions d'immigration, marqueur de sa présidence. La chef des députés démocrates Nancy Pelosi faisait ces derniers jours pression pour que Donald Trump revienne sur cette décision, jugeant qu'une telle mesure injecterait, je cite, la terreur parmi les différentes communautés. L'opération devait concerner au moins 2000 familles qui ont omis de se présenter devant les tribunaux ou qui auraient reçu des avis d'expulsion. Mais elle a suscité la réprobation de plusieurs élus locaux américains qui avaient fait savoir qu'ils ne coopéreraient pas avec les autorités. Eh bien, on tape sur avec Euronews. On suit de près. Le président américain, on voit que depuis quelques jours, discours, il hausse le ton, il montre que son homme qui a dit qu'il a de faire. Tu vois, ouais, dans le jour de passé, je l'ai dit, pression t'a mis sur le Mexique, les tarifs douaniers, pour les Mexicains aussi ne pas prendre des mesures drastiques contre les immigrants qui pas sorti de Honduras, passé par Nicaragua pour entrer dans le pays de Panama, Mexico, eh bien, nous avons taxe au très haut. Les présidents font sortir. Quand le monde a trouvé que c'est comme une pièce de théâtre. Ce président sorti un petit bout de papier dans le mail, il dit mais ça le sien avec le Mexique pour le montrer que mais qui ça aussi dans le traité mais qui ça le joindre comme accord avec le Mexique. Eh bien on dit que le Mexique garantit qu'il y a des troupes mexicaines sur la frontière. Eh bien nous avons des troupes mexicaines. Eh bien d'après rapport aussi, il y a un nombre d'immigrants qu'on a passé par le Mexique qui diminue. Est-ce que le président son stratégie de campagne puisque nous connaissons nous disons ouais non dans l'élection avant les élections, le président Obama légitait avec le président Poutine. Il a dit une forme très dure à coup, mais après les élections, il est beaucoup plus flexible. Est-ce que le président, c'est dans ce là mettre pour son vrai boxeur, eh bien pour le montrer qu'avec Basilia, ça me dit m'a fait yo, moins fait yo, ce brésil moins, nous prend mettre pression sur le Mexique décidé par une décision rapide pour bloquer les immigrants, eh bien, on y a la présidente l'autre question, c'est l'affaire iranienne. On connaît que l'Arabie Saoudite qui c'est l'allié des États-Unis. Mohamed Ben Salman, le prince saoudien, que l'ONU qualifie, je vous dis, que non monsieur cité dans la mort du journaliste Ramal Rashodi. Les rapports sortis dans l'ONU,
eh bien, Noé, la question de la mer d'Ormuz, côté 2 bateaux norvégiens avec japonais, lui accusé que c'est l'Iran qui fait attaque là. Ailleurs, dans le jeu de ce passé là, nous voyons drone américain qui t'a volé sous le sol iranien. Américain dit pas passer sous le sol iranien, et c'est confirmé. La garde républicaine, ils ont lagué un drone américain à terre. Le président américain a pris une décision pour aller faire une attaque sur l'Iran. 10 minutes avant l'attaque là, il dit non, il peut aller, mais pour éviter la mort des gens. On suit sur Arte TV, télévision allemande française, comment on a disséqué de ça. Joue avec le feu depuis un mois dans le golfe arabo-persique. Après 4 attaques en mai, 2 nouveaux pétroliers ont été sabotés jeudi dernier au large des Émirats arabes unis. Vidéo à l'appui, Washington accuse Téhéran. Sur ces images de l'armée américaine, des gardiens de la révolution iranienne seraient en train de retirer une mine ventouse qui n'aurait pas explosé. Pour l'administration Trump, pas de doute, les Iraniens ont tenté d'effacer la preuve de leur culpabilité. C'est sans équivoque, il s'agit d'attaques commanditées par l'Iran contre la navigation de commerce et la liberté de navigation avec une intention claire d'empêcher le transit par le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz représente une voie maritime stratégique dans la principale région productrice de pétrole. L'Iran, qui le borde au nord, a démenti toute implication dans les attaques de tankers. Aux côtés de son ami Vladimir Poutine, lors d'un sommet au Kyrgyzstan, le président Rouhani a dénoncé des provocations américaines dangereuses. Les dirigeants des États-Unis font preuve d'une approche agressive. Ils représentent une grave menace pour la stabilité de la région. Une région sous haute tension. Le prince héritier saoudien, allié des États-Unis, a lancé hier dans la presse un avertissement à son ennemi iranien. Nous ne voulons pas d'une guerre, mais nous n'hésiterons pas à réagir à toute menace contre notre peuple, notre souveraineté, notre intégrité territoriale et nos intérêts vitaux. Alors cette crise dans le détroit d'Ormuz peut-elle basculer dans un conflit généralisé? À qui profiterait une telle guerre? Quelles en seraient les répercussions sur l'économie mondiale? Voilà, et pour en parler ce soir, nous recevons Frédéric Ancel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po Paris. La nouvelle édition augmentée de votre livre, Mon dictionnaire géopolitique, est parue en mars dernier aux presses universitaires de France. Et selon vous, personne n'a intérêt à un conflit ouvert, mais à un tel niveau de tension, un incident peut toujours déraper. Thierry Coville, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. D'après vous, l'Iran ne négociera pas dans ces conditions et les États-Unis ne changeront pas de stratégie avant la prochaine élection présidentielle. Donc, cette situation dangereuse de ni guerre ni négociation devrait encore durer 1 an et demi. Et puis, Laurence Nardon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI. Votre livre « Les États-Unis de Trump en 100 questions » est paru en octobre aux éditions Talendier. Eh bien, sans pile question qu'a posé, est-ce qu'il y a une escalade de la violence dans le Moyen-Orient? Et non, que je l'ai dit, la garde républicaine est sortie en conférence de presse pour montrer que Trump a passé dans le territoire. Alors, les Américains ont démenti que c'est archi faux. Et le président américain qui était monté la pression pour capable d'attaquer l'Iran. Alors, non, que 10 minutes avant l'attaque, le président dit non, on va aller attaquer. Monsieur Do, c'est parce que il voit que son drone qui tombait, c'est pas monde qui mourit. S'il fait attaque là, il y a 150 monde qui mourent en Iran. Je veux dire, quand pile monde qui branchait question internationale ou le Moyen-Orient, des experts qui disent que une attaque contre l'Iran capable de mettre en danger mon pile alliés américains. Donc on est que la mer côté pétrole et Saoudi est passé. Alors il y a des contrôles, il est passé par le Yémen. Donc on est le Yémen, son pays chiite. Et l'Iran, son pays chiite. Alors, on connaît l'Hezbollah que qualifié d'un groupe terroriste, à mettre la région dans l'escalade de la violence. Donc, le président américain a demandé pour l'ONU réunir rapide une assemblée d'urgence pour capable de traiter les questions iraniennes. Et le président américain dit qu'il va mettre la pression sur l'Iran. Eh bien, l'Iran, il propose le président iranien Hassan Rouhani, il dit que pas de faire peur, la pression américaine n'a suivi de près, donc pas de souhaiter une escalade, une guerre entre les États-Unis et l'Iran. Il y a une guerre, il y a une crise économique, il y a une perte d'emploi. Et son pays d'Haïti. Ici, dans les news, nous connaissons que Zoom sur Haïti qui met en question en pile dossier depuis la sortie de rapport Petro-Caribéen. Eh bien, 612 pages, il y a péglé plusieurs mondes dans le rapport ça, manifestation, pays-là, ambiance de tension. Il y a l'opposition qui était dit la sortie avec une proposition de sortie de crise. En dessus, comment, sénateur Evalier Beauplan,
et 3 autres sénateurs, ils viennent devant la presse pour présenter le plan ça. Jotia, nous disons non seulement les arrivées pour Jovenel dans nos pays, mais nous disons Jovenel, pour la première fois dans l'histoire au pays, avant même nous voyons aller, nous déjà dit comment nous allons remplacer. Parce que Jovenel pour nous, après un rapport pour des comptes là, c'est le passé pour le pays d'Haïti. Et Jotia, quand nous sommes là, manifestation va continuer, mobilisation va continuer, parce que nous avons une image par l'international pour dire nos haïtiens qui sont compétents. Nous sommes capables de faire mieux que ça a prouvé nous là. Et Haïti décidé pour que l'indépendance des alliés de fait, que nous considérons comme étant une indépendance politique et sociale là, c'est responsabilité de génération ça. Économique là, c'est responsabilité de génération ça. Diplomatique là, c'est responsabilité par nous. Et c'est ça, David dit aujourd'hui, nous prenons devant l'histoire et devant la nation, et nous voulons imaginer ça, rester comme des tâches indélébiles pour nous connaître que prétexte qui dit que nous haïtiens pas attendre, c'est image ça nous voyez. Pour tout le monde prendre photo ça. Chaque fois on dit nous pas attendre nous, affichez-le sur Facebook, mettez-le sur YouTube, mettez-le sur Twitter, pour nous dire tout le monde pas attendre nous, et nous pas faire réponse. Parti politique, organisation, Petro Challenger, étudiants qui l'a, après 6 jours, syndicats qui l'a, après 6 jours de travail, personnalité qui prend responsabilité hier soir pour conclure le rapport, corriger l'ensemble. Journalistes qui prennent responsabilité, prennent risque, ils ont comme possibilité, pouvoir pour dire non, non, Haïti va payer. Eh bien, c'est comme ça, on t'attendait les membres de l'opposition, les 4 sénateurs qui étaient chambre blanc, été fait un pile l'obé dans la chambre Sénat. Bien, monsieur, proposition de sortie de crise. Alors, nous allons un peu plus tard, nous allons dans Zooming sur Haïti avec le professeur Bernard Jean-Charles, qui est déjà avec nous en studio, nous allons parler dans les prochaines minutes, qui va discuter avec nous, question crise haïtienne, pour aller zoomer sur la situation. Professeur Bernard Jean-Charles, c'est analyste politique, contributeur à Télé Pelletot. Toujours Haïti, n'a prêté, n'a pris diction les rues de Port-au-Prince, manifestation dans les rues, c'est toujours ambiance de tension, de panique, échauffourée entre la police et manifestants. Eh bien, en pile question à parler, examen d'état qui va commencer demain, il y a parlé de pays là, grève lancée, situation de panique, de tension, Port-au-Prince transformé en ville morte, en ville de tension, en ville pas de guerre, mais en ville qui en ébullition. On suit comment ça t'est. Nous la rue pour nous dire nous de pas Jovenel. Que tout autant M. Pamposi qui a fait résistance, nous avons demandé à M. Pirel. Que nous dit Jovenel, sort au besoin, ou à joindre. C'est guerre civile ou besoin, que nous-mêmes, population, nous croyons, ou pas 2 personnes qui ont fait guerre civile. Parce que pas de monde. À qui est-ce qu'on fait guerre civile? C'est là-bas parce qu'on va gagner pour pas gagner. Que nous demandons M. démissionner. Jusqu'à maintenant, M. Pina 4 tirs qui étaient Pamposi, c'est OEA. Jusqu'à maintenant, qu'il n'y a pas de personne sur l'annexe à OEA. Et là, qui était côté M. prend l'argent payé, qu'elle va l'annexe à OEA. Que nous demandons Jovenel démissionner, que côté que nous l'avons week-end à partir de samedi, dimanche, M. va démissionner. À partir de lundi, nous demandons tout le monde petite. L'examen qui a venu à 15 millions là, nous. Yon jour, yon mois, pas qu'à faire 10 millions. Après, Jovenel finale, examen qui reprend encore. Que nous demandons parents, c'est 15 millions là, pas de bagage d'examen. Je ne dis pas que nous demandons Jovenel, de pas Jovenel. Oui, Dieu, comme ça, que nous pas qu'à faire examen avec monsieur. Que nous demandons monsieur, allez, quittez pays. Si monsieur pas quitter pays, à partir de dimanche, lundi, son l'autre bagalier, c'est démonter porte, c'est comme ça bagalaye. Et je vais passer avec peuple là, et ça peuple a demandé. Faut président, les présidents, ils vont les voler comme pays. Ils vont aller. Nous sommes souffrance. Nous pas vivre. Nous souffrir. Tout bagage, nous pas payer les vols. Nous sentons nous bouquer. Cette fois-ci, c'est pour aller. Donc, la situation est là, Jean-Bagaille est là. Nous demandons justice, que nous demandons pour nous capables de un développement que pour le pays. Parce que les gens sont et bon, tu comment ça y est à Port-au-Prince, Haïti, manifestation dans les rues. Dans le jour, Mirabal est bloqué, les cailles, c'est presque 10 départements géographiques pays qui a campé, mobilisation. Eh bien, pile question à poser avec Bernard, un spécialiste dans les dossiers haïtiens. On va voir avec le professeur Bernard Jean-Charles. Bonsoir. Bonsoir, Auguste de Relas. Bonsoir, DG Télé Pelletot, Junior Bissret. Et bonsoir à tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices, Télé Pelletot à travers le monde. Oui. C'est toujours un plaisir pour là, justement, pour nous capables pour tes contributions pas dans tes nuancés faits politiques, justement, qui sont trop diversifiés
à l'heure actuelle, justement, puisque nous connaissons déjà Haïti dans une situation d'insurrection et qui a sa phase finale, qui justement atteint l'apogée. Alors, rapidement, il faut zoomer sur le fameux meeting, ou bien pour le président de la République, là, tu as convoqué plusieurs secteurs de la vie nationale pour venir la Cali, pour venir rencontrer avec lui. Nous, on raconte ça, il y a pas allé, il y a des gens qui ont choisi fait Bagba. Alors, est-ce que nous avons dit président là, il est en isolation? Le président est en situation extrêmement difficile, comme vous le savez fort bien, qu'il est le garant de la bonne marche des institutions étatiques de la République. À ce titre, il ne peut rien faire. Et ce faisant, il est incapable. En fait, le président a supposé faire convocation au Palais national, qui c'est ça l'on peuple là. Et sur attends, on pensait que, puisque le fait de la Cali, ça t'a cause que les gens boudaient convocation? À ce point de vue, on a dit oui et non. Mais nous connaissons que la maison officielle du peuple haïtien est le Palais national, qui justement, par authenticité, accrédité pour recevoir, ou du moins pour capable permettre que ce genre d'événements ça se déroule, surtout quand il advienne à une convocation de cette envergure. Mais ok, alors un président pour garde de la nation, les conseillers, mais il rencontre d'accord avant qu'il a fait au Palais national, maintenant chez le président convoquer les gens. Est-ce que nous a dit son grave erreur que il y a des gens qui fait lorsque le président prend une décision ça? Il faut regarder la dimension crise là. C'est que c'est un manque de confiance, enfin, le président manque de confiance. Tout à fait. Le président João Pronel, il a perdu légitimité. Cette déperdition de légitimité atteint un niveau inacceptable. Côté que le président n'est pas capable de convoquer quoi que ce soit, toute commission que l'ébauché n'a pas de résultat, et où la rue qui dans tous 10 départements pays qui campait, qui a demandé une grande bagaille. Donc, président très faible à ce moment, et je pense que le président a essuyé des échecs considérables, et le président a continué à minimiser ce grand tabou. C'est le premier des tabous haïtiens, qui est le Palais national. Et qui représentait ça, représentait symbole de la souveraineté nationale et de l'indépendance garantie. Donc, je crois que nous avons un niveau très exagéré de crise là. Donc, faudrait-il que nous ayons qui fait. Ok, mais M. Bernard, on voit que, en pile les fois, les présidents d'Haïti ont toujours fait les mêmes erreurs. On prend, même là que Jean-Claude Duvalier, par exemple, président élu, c'était un dictateur. Alors, en 86, il était campé en bandition. Malgré que les gens qui ont manifesté, ils ont conquis Macaque. Après, il est tombé. Donc, que 2004, M. Aristide Patfli prend décision pour laisser le pouvoir. Il vient prendre la Cali et il mène à Bangui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le président Jovenel Moïse, est-ce que M. fait la sourde oreille? Président, je crois qu'il en est passe. Et président, c'est quoi elle est dire, fait plusieurs tentatives à la conquête de l'asile, pour le joindre l'asile politique, côté que il y a un refus, il y a un pays qui ne pas voulu recevoir. Donc, pas oublier que ça qui tombe sur le président, c'est des bagages que à certains égards considérés comme des faits tangibles, des faits palpables. D'un coup, le fameux dossier de Petro-Caribé. D'un coup, par exemple, la question des mercenaires qui rentrent dans le pays pour venir, puisque le président c'est là pour garantir vie à bien. Donc, c'est les bagages extraordinaires qui tombent sur le président. Donc, le président extrêmement décrié, il faudrait-il, à ce point de vue, tirer la révérence s'il voulait sortir par la grande porte. Autrement, le président a retrouvé dans ses petits souliers où il a obligé de sortir par la petite porte. Alors, nous voyons qu'au cours de ce maintenant, les grandes sorties qu'il fait, nous voyons Éric Jabati sorti, et nous avons aussi parlé des membres de l'OEA, des hémisphères, des gens qui disent des hémisphères, pardon, fantômes, il y en a qui disent c'est des qui ont accréditation, c'est en pile par le cap sur les réseaux. Et même à travers des tweets qui sont sortis, il y a des gens qui même a ironisé cette affaire de l'OEA, il y en a qui même parlé de choléra, et tel sur nous aujourd'hui. Nous avons pile les fois émissaires venus, on prend 92, je crois, Tante Caputo, 42 visites en Haïti.
lorsque tu es coup d'État de facto, rien n'était pas abouti, c'est des émissaires qui viennent juste pour prendre de la plage en Haïti, enjoy le soleil d'Haïti pour se faire bronzer. Donc que nous retourné dans même erreur passée et nous venons pour revivre, nous perpétuer le commencement comme c'est ça l'histoire et nous vivons sur l'autre forme. Pas une leçon à nous tirer pour empêcher ce genre de choses. Nous dans une sphère très singulière qui c'est sphère politique là. Sur l'échiquier ça, en fait, accepter répétition fait politique. C'est différent des faits sociaux. Et on va partir non, bon côté non, parce que c'est même face sur le gouvernement de tomber. Il faut regarder ça qui expliquait présence émissaire, comme tu as relaté là dimanche dernier, ou qui gens ça fait tout une chaîne de suivi, une panoplie de suivi dans les médias haïtiens, en Haïti, question émissaire. Pour qui ça, c'est parce que le peuple là dit que le pape chita président, le pape parle avec le président via ses représentants, puisque le pas n'a aucune confiance encore dans le président, d'où ce président perdu toute légitimité. Monsieur Bernard, les émissaires sont très mal vus en Haïti. On a les comme ça. Même les que par les traités diplomatiques, c'est comme ça là sur des faits. Par les normes, parfaitement d'accord. Alors ça me donne, mais je peux mettre une promotion tout de suite. Et là, nous dit émissaire là, c'est slash au médium. Au médium. D'accord, parfaitement d'accord. Il va obliger un médium sélecté, select, tant qu'OEA, l'ONU et la trier. Il est capable d'un groupe d'individus, il est capable par exemple de représentation de la force morale d'Haïti, il est capable des citoyens, par exemple, qui jouit dans certaines notoriétés avérées sur l'échiquier social haïtien. Il y a un monde leur parler, tout le monde est d'accord avec, mais tout le monde a voulu entendre. Il est capable. Mais il y a un manque de confiance entre les Haïtiens. Aujourd'hui, est-ce que nous avons dit que pour la décision, l'Église catholique doit que est très mal vue. Oui. Et même reprend et conférence épiscopale, et tout très mal vu dans cette crise. Oui. Alors, avoir un hémisphère de l'OEA, émissaire OEA, c'est pas empirer la crise ou montrer que c'est le blanc qui donne le ton? D'autre part, le peuple haïtien n'a aucune confiance dans l'OEA. Pour la simple bonne raison que dans le répertoire, la contribution à la chose patriotique haïtienne n'a pas été du tout appréciable. Moi-même, j'ai fait une expérience avec eux, côté que me refusé un poste assez intéressant, éminemment pile privilège. Et pas n'oublier également jamais que pour l'État haïtien, pas pour le peuple haïtien, l'OEA est une grande organisation et l'État haïtien a pile estime pour l'OEA. Une organisation hémisphérique assez importante, d'où nous sommes membres fondateurs, pas oublier toutes les préambules, disons les notions les plus essentielles du charte de l'OEA, c'est haïtien qui t'a écrit. Donc, c'est en fait son médium qui a supposé un médium valable, mais malheureusement, contribution lui toujours aller vers le centre du statu quo, le centre de la conservation des valeurs qui ne peuvent pas faire confiance encore, puisque ils estiment que ces valeurs ça yo, qui théorisé, qui abusé, qui violé les droits et qui par à nul égard fait la promotion des valeurs humaines et des droits humains en Haïti. Alors, l'OEA a sorti et M. Éric Jean-Baptiste, déclaration à la radio, qui parlait que dans la rencontre que le légué, on parlait de amnistie pour, après je vais finale, amnistie à des gens cités dans le rapport Crypto-Caribéen. Après, on nous dit monsieur sont sortis juste pour sauver la peau du président, pour sauver le soldat Ryan, il y a un film américain. Est-ce que nous avons monsieur comme un politicien qui font sortir, mais sorti ça, lui piquer monsieur la propre de l'encore? Ça s'arrivait quand le vieux adage américain vous dit "You're right man in your right place". Éric Jean-Baptiste, justement, a cherché son capital politique, mais il n'a pas pris son temps pour comprendre la dimension de la crise et qui demandait justement des interventions des experts en matière politique. Là, je veux rentrer tout droit dans la bibliothèque Linagué, par exemple. Tout le monde qui voulait faire politique comme acteur valable, acteur réel, qui t'a justement gagné pour conviction, pour tes résultats, délivrer la marchandise, il faut qu'il y ait des conseillers et des consultants valables. Donc,
crise là tellement épineux et délicat. Mais RDLP sont grand parti. À certains égards, oui. Mais Éric Jean-Baptiste, il faut regarder des questions en profondeur. Question Petro-Caribéa gagne un verdict administratif qui sorti, qui n'est pas un verdict juridique. Sous l'égide de verdict administratif, ça, personne n'est pas coupable. Parce que par un jugement, on les appelle des présumés coupables. Si tu as quoi que coupable, dans la question Petro-Caribéa. Mais si vos velléités vous disent que, écoutez, c'est des innocents, pas innocents purs, on les appelle des présumés innocents, puisqu'ils ne sont pas jugés. Maintenant, ça qui est capable, ça honnête, qui est capable, là encore, leurs droits sont toujours garantis par la Constitution et toutes les lois de la République. Même la Cour des comptes, la Cour supérieure, Cour des comptes, j'allais dire là, est capable de délivrer arrêt, qui c'est arrêt de débat, en guise de quitus. Là encore, faudrait-il un jugement. Now, sur la question d'amnistie qu'on fait poser maintenant, en toute précision pour l'auditoire là, c'est que ou pas capable de délivrer amnistie si pas une condamnation. Mais est-ce que le cas dit la sortie de Éric Jean-Baptiste, c'est pour sauver la peau de Jovenel? C'est pas même un débat important, puisque c'est pas ça la rue a dit, c'est pas ça le peuple a parlé, et c'est un débat qui est en retard de phase. Voilà. Ok. Puisque déjà dans la question, et sans ça, c'est que ou pas capable amnistie si pas un jugement, si pas un verdict, si pas une condamnation. Et là encore, il faut évaluer le degré de condamnation. Est-ce que c'est infamante? Est-ce que c'est afflictive? Et à cet égard, c'est seul le président de la République là qui gagne velléité, qui gagne veto ça. Tout à l'heure, je voulais parler de ensemble de privilèges spécifiques qui liés à la fonction président. Une là d'ailleurs, c'est capacité pour accorder amnistie, bien sûr, après condamnation. Ok. Alors, nous voyons que 4 sénateurs, que pour certaines gens, c'était comme des héros, pour des gens, d'autres gens, M. Sarr aussi, il a créé des problèmes dans le pays, il y a des gens qui applaudissent, il y a des gens qui ne pas applaudir. Moi, je sorti en proposition de sortie de crise, et on peut même parler, peut-être avec le Premier ministre, il y a des gens qui ont de mauvais œil pour monsieur, pour montrer qu'il a combattre pour le peuple, et puis il a cherché position ça. Est-ce que c'est pas une grave erreur de ces 4 sénateurs? Je voudrais répéter haut et fort que d'entre Dieu, nous avons qualifié 4 messieurs, 4 sénateurs comme 4 héros. Et nous sommes le Don Cato ronflé, sénateur, en fait candidat au Sénat de la République pour le département de l'Ouest, Maître André Michel, l'honorable. Mon cher, je ne suis pas à l'aise du tout. Pour qui ça? Parce que moi, nous allons sur la même mauvaise pente là, nous quitter les gens éduqués pour nous aller vers autre chose. Entre guillemets. N'oubliez jamais que je vous ai toujours dit ici à Télé Beltop que c'est sous 2 égards que nous sommes capables de faire science politique là, que nous sommes capables de faire la politique, nous sommes faire dans les envolées d'ordre scientifique et d'une part et d'autre part dans les envolées d'ordre artistique. Maintenant, ça qui fait sur nous là, c'est politique là que nous faisons de manière artistique comme un art. La politique est en que science et la politique est en que art. Tous 2 contextes, ils ont leur propre exigence. Par exemple, si on fait politique en tant que science, Don Cato pas qualifié pour le candidat. Ok. Ainsi de suite, ça veut dire que 4 sénateurs, ça ne pas gagner, soit faire politique scientifique. Puisque nous faisons politique là, étant que art, dans ces envolées artistiques, depuis qu'on gagne une certaine notoriété, depuis qu'on est capable de déplacer le monde, depuis qu'on est capable de croire en haut, ou déjà qualifié pour entrer sous terrain pour venir jouer match là. Alors, si bien comprendre, je vais mettre précision là, c'est que tout le monde qui est élu dans l'élection de passé près de 12 janvier, nous avons pile sorti des artistes qui entrent dans le monde politique, et en politique artistique. C'est ça, dans les envolées artistiques. Ok. Nous pas faire science. Ok. Et par exemple, très correct pour vous, auditoire la comprendre ça tout de suite. Par exemple, quand on nomme les ministres qui sont les présidents de leur secteur, par exemple, le ministre de l'économie et des finances, il est le président de la République en matière de finances.
Et les exigences techniques exigent, si vous ne pardonnez l'expression, hein, que l'on choisit ministre, il faut assurer, étant que président de la République, que les 1000 et 10 000 fois, puis qu'on n'est pas ça. Mais aujourd'hui, pile bon qui ministre, c'est par Bélitos que vous remplit là-dedans. Ah oui, on a fait art. Politique étant que art. Nous sommes tous des artistes. Et là, nous rentrons dans la rubrique ça, laissez dans la braquette ça nous aller, nous avons expecté, nous avons espéré un ensemble de résultats. Alors, parfaitement d'accord, mais pour sortir dans l'embarras ça que nous, parce que nous pas qu'à faire tout le temps, c'est qu'on a fonctionné. Ah oui. Et nous, chaque les pays a fait battre comme ça, c'est des millions de dollars, des billions de dollars qui perdent. Ah ouais, et on peut souffrir de la misère. Géniale question. Cet exercice n'est pas du tout facile. Il faut que nous gagnions la Chambre qui pour, en fait, adopter le loyau, promulguer le loyau. Le loyau capable de sortir d'horizons divers. Par exemple, ou capable de joindre la présidence qui a fait proposition de loi, d'une part, qui entraîne dans l'attribution spécifique de l'exécutif, du pouvoir exécutif, ou capable d'autre part, joindre les statuts là, et même qui a fait des projets de loi. Quel que soit, j'en ébauché loi, j'en constitué loi, il faut le passer les deux étapes, qui c'est l'étape de débat au niveau de la législature. Là, il incombe certainement des capacités techniques et scientifiques pour capable justement gagner des débats solides, pour que output yo capable correct et solide, et puis capable d'envisager le bonheur et le bien-être collectif du peuple haïtien en soi. Now, le fin voté à la majorité relative, dans les deux termes, au niveau des deux compartiments de la Chambre, de la législature, eh ben, il faut que transmettre les balles au pouvoir exécutif là, d'où le président de la République qui détient ce pouvoir, pour faire qui ça? Ou bien, li reviser, li d'accord avec li, li pas faire aucune modification, le Sahel a gagné une seule exigence, publier dans le journal officiel pays qui c'est le Moniteur, le Sahel a gagné une loi d'application pour la République là, qui supposait enforcer par le contrôle du Parlement, qui gagne fonction ça pour contrôler les actions gouvernementales. Alors, pour finir, M. Bernard, non que je vais dire... Alors, pour me conclure, c'est que faut que la loi ça soit faite, pour passer dans la Chambre. Là, nous sommes un député, fameux député, qui vient avec une proposition. Qui député? Et quoi, c'est pas dans ton léger, c'est... Baguel. Ok, mais chapeau, voilà. C'est dans la 50e législature là, et dans la 49e législature là, ça t'est fait. Côté que il vient avec une panoplie de considérations. Par exemple, pour être président de la République, on a certaines qualifications pour gagner. Pour sénateur, on a certaines qualifications pour gagner. Au moins, il faut faire des études universitaires, sous besoin de sénateur. Et au moins, il faut son étudiant en droit ou bien ou initier études ça pour venir député mes qualifications pour gagner, pour venir magistrat. Au moins, il faut qu'à philosopher. Il faut faire au moins philosophie, il faut un domaine spécifique scientifique pour qu'on qui est souillé, qui capacité technique que vous gagnez. Là, ça, je ne sais pas personne qui me voit, j'ai gardé. L'exercice qu'on parle aujourd'hui, qui j'en cas, en fait, mettre politique là sur Raëli, ça veut dire quoi? Ça ne suspend de faire politique là de manière artistique, on nous fait de manière scientifique, ce n'est pas un exercice facile. Et pour qui ça aussi, c'est parce que, également, vous êtes en matière politique. Il n'y a pas une ligne droite. La ligne est sinusoïdale. Okay. C'est une ligne sinusoïdale. Il y a des hauts et des bas. Ou pas des garanties formelles que quand vous emboîtez le pas avec les envolées scientifiques, que vous avez des résultats expérients. Parce que qui sont A, qui fait politique étant que A, il y a certaines notoriétés, certaines capacités, en pile expérience, et le cap délivrer mieux. Et c'est ça qui est là au niveau des 4 sénateurs de la République. Ou tu n'as peut-être pas gagné là avec un sénateur comme André Michel, puisqu'il y a certaines exigences scientifiques pour le respecter, mais il va respecter les normes. Voilà. On allait rapidement. Il n'y a pas de barrière, ça. Léodia, là où il y a mobilisé, examen qui est supposé commencer demain, le ministre de l'Éducation nationale a parlé, et petit on a composé, et annoncé pays loc encore. Je n'ai dit, Jovenel Moïse, vous en place Jovenel Moïse, qui soit la propre décision. Démissionnaire. Facile comme ça? On peut pas vraiment.
C'est deux bagages que moi-même gagne moi-même qui est important. Si mon candidat n'a pas besoin, mon cap chercher 1000 gouttes, 2000 gouttes, 10 000 gouttes, votez pour moi. Je vais acheter vote. Faut vous mettez cœur dans ce que vous voulez faire, puisque ce que vous, ça vous devez comprendre, là, c'est que vous pouvez vivre un serviteur de l'État, un serviteur du peuple là ici. C'est plus gros titre, fonction qu'on a occupé dans vous. Mais il demandait que faut que vous fassiez confiance, faut que vous déléguez le pouvoir à vous. Vous pas obligé à le voler, ni à le prendre, déjà vous mal entrer dans les fonctions d'État. Donc, qui sont espérés que. Et on est cacheté élection, lancé conseil électoral, on va gagner pour moi dire. Ok. Dernière question, M. Bernard. Les bandits qui a multiplié partout dans le pays, nous avons guerre des bandits dans le département de l'Artibonite, et nous avons à Port-au-Prince des bandits qui ont subi la panique. Est-ce que nous pas supposés être beaucoup plus vigilants? Et j'en ai des policiers ou des faux policiers ou des caps armés. Le rapport de l'ONU sur le massacre à la Saline, nous avons des noms de gens qui proches pouvoir là épinglés dans ce rapport de l'ONU. Je voulais dire, est-ce que nous pas supposés peur et très précautionneux pour ne pas aller en guerre civile? Nous avons fait un système de gouvernabilité politique qui fait nous faire battre de 1000 coudées. Nous en face une dictature, bon, nous pas dans les envolés pour nous mettre en place encore. Nous vivons une dictature. Pas de l'administration de oui, oui, c'est une dictature 100 sur 100. Comment vous expliquez cela, monsieur? On garde des fonctions de la police à jeudi. Nous avons une rubrique institutionnelle. Côté l'administration de la police nationale dit il y a des gens qui ont des armes dans les mains, qui supposés légitimes, l'île n'a pas de contrôle. Ça, c'est une aberration éminemment grave. C'est un impair. On n'a pas de gens pour garder. Et c'est un crime, par exemple, dans une démocratie qui a fonctionné, on devrait inviter justement le DG de la police, parce que c'est le Parlement qui bosse police là, et puis voilà aller sous simple considération ça, puisque leur ou à diriger, c'est où qui a dirigé. Tout ça qui est positif, ou bien crédit de eux, et tout ça qui est négatif, il va aller à l'encontre. Donc nous, dans une situation, le pays n'a pas gouverné, j'en dis déjà, ou elle déjà, nous connaissons déjà, c'est bandits qui mettent le pays, et moi-même, quand je parle à volable, il y a des gens qui n'ont pas pouvoir, qui ont subi abus avec injustice de la part des bandits et qui ne savent pas qui sont pour aider. Des fonctionnaires de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, nous avons fait une situation que le président n'a pas gouverné rien, il n'a pas gouverné rien. Regardez, mon président n'a pas même qu'à faire un examen officiel. Ou c'est le peuple qui est en contrôle, pas oublier le peuple qui a un droit pour le droit à la révolte. À chaque fois, la souveraineté nationale pays a menacé, pas oublier. Il y a des complots internationaux qui sont très forts. Des têtes nous là, et dans la ligne ça que nous allons, c'est guerre civile là, même il y a plein de priorités préparées. Alors, monsieur Bernard, professeur Bernard, merci. J'espère que vous retrouvons dimanche prochain pour capable parce que la situation a évolué. Nous avons suivi cette semaine de près le zooming sur Haïti avec nos contributeurs, nous, Bernard Jean-Charles, Joël Jean-Charles, avec nous sur le plateau. Merci. Bonne soirée. Merci. Alors, au fil de scoop, avec nous, le professeur Jean-Bernard Jean-Charles qui a zoomé la situation dans le pays d'Haïti pour nous capable de comprendre ce qui a passé. Notre prédiction pays de la France rapidement, on nous propose. Gilets jaunes, 32e journée, manifestation dans les rues, yo été campé sous Brézegno, la police a sillonné les zones pour capable empêcher déplosailles, péter à Paris. N'a regardé manifestation Gilets jaunes, n'a donné après pour nous capable d'où qui ça, comment ça a été. Les gilets jaunes, ils disent là, voilà, on fait signe.
Alors, pour suivre le scoop, c'est qu'on s'attendait en France, 32e journée des Gilets jaunes à Paris. Eh bien, Gilets jaunes qui pas baissé les bras, je continue à manifester malgré nous qu'on baisse côté Gilets jaunes. J'en sais qu'on a pile monde qui prend la rue à protester face au président français Emmanuel Macron et la taxation. Bien sûr, dans le discours aujourd'hui, eh bien, pas plus tard, dimanche prochain, on est capable de décrypter le discours du président français. La petite pause, on va suivre deux scoops dans le SAD, donc repérer l'info dans l'info, son décryptage, information sur Télébeltop. Non pas M. Erlich Dorelas, la petite pause. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltop, très bientôt sur Woko. Télébeltop, c'est la télé. Ce show est patronné par Edprod, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Edprod, el numéro uno. Damen Catering, pour le planning des affaires. Damen Catering, mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering, Beltop Services and Marketing, pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Beltop Services and Marketing. Ce show est patronné par Si vous qu'on éléphant. Dominique Donna et Radio Télé Boston présentent dimanche 21 juillet le spectacle de l'année 2019. Nan but pour nous supporter construction yon belle bibliothèque dans Cité Soleil, n'a pas invité ou dans un concert qu'a fait dans Milton High School à partir de 6h30. De la partie Bello, qu'a sorti depuis Haïti. Cité Soleil tranquille. Tines Salvan venant de Miami, Florida. La jeune et la talentueuse saxophoniste Ashley Villard de Boston, une soirée qu'a animée par Sergio, blagueur moment. Tonton qui rasait, la prière bon Dieu, il dit oh Seigneur, fais je non 1000 gourdes à terre non. Ma prend 500, ma boit 500. Même côté à tonton sur la caille, il pas même river dans cafou, même tonton je non 500 gourdes à terre. Tonton dit oh l'Éternel, ou intelligent vrai, ou kon qui est moi, ou prend pour la depuis en l'air. Invité spécial, Clarence Renoir, journaliste de carrière. Adresse Milton High School Auditorium, numéro 25 Gilles Road. Admission $30 à l'avance, $40 au guichet VIP, seulement $50. Dimanche 21 juillet. Pour information 617 290 16 60. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Eh bien, on toujours sur Télébeltop, on suit de Scoop, non pas M. Erlich Dorelas, à l'ESA, nous fait décryptage, voyage dans toute salle des nouvelles, pour nous regarder comment la tête a bougé, qui s'est fait grand titre dans la salle des nouvelles. La prédiction pays Venezuela. Vos commissaire Madame Michelle Bachelet, prédiction
pays pour le capable demander pour le rencontrer avec le président Maduro. Nous connaissons la crise vénézuélienne, côté qu'on tension au Venezuela, puis le monde après la fuite, ça qui est allé en Colombie, nous voyons que frontière entre Venezuela et Colombie ouverte. Eh bien, nous voyons que Maduro qui toujours kembe pouvoir, eh bien, Guaidó qui est en perte de puissance. Est-ce que nous avons dit la diplomatie américaine, est-ce que nous avons dit le casse dans, puisque nous connaissons John Bolton et Mike Pompeo, M. Sayer qui était très tenace pour la démission, pour le départ de Maduro. Eh bien, je vous dis, nous avons plusieurs rencontres qui étaient faites dans l'Amérique du Sud là, pour joindre dans pile libre capable de mettre la pression sur Maduro. Nous avons Michel Bachelet prédiction, est-ce que Yobral Chita pour capable de jouer dans sortie de crise malgré nos rencontres dans le pays Norvège là qui pas de sortie bien, par exemple qu'une solution sortie pour la crise vénézuélienne. On suit Napton après. Pas de tapis rouge, mais un accueil des plus officiels pour la haut-commissaire aux droits de l'homme. Quelques heures plus tôt, les autorités ont libéré 18 personnalités considérées comme des prisonniers politiques par l'opposition. Michel Bachelet doit justement rencontrer leur leader, Juan Guaidó. Cette visite est fondamentale. Nous soutenons l'initiative des ONG et des étudiants et nous demandons aux Vénézuéliens de sortir dans la rue ce vendredi afin de montrer dans quel état est réellement le Venezuela. Michel Bachelet doit aussi rencontrer des victimes d'abus et de violations des droits de l'homme. Elle s'entretiendra également au cours de sa visite avec le président Nicolás Maduro. Nous attendons beaucoup de cette visite et nous espérons que ce voyage s'inscrira dans l'intérêt du système des droits de l'homme du Venezuela et qu'il aidera, par les recommandations et les propositions des experts, à faire avancer les droits de l'homme dans le pays. Une visite qui s'inscrit dans un contexte d'impasse politique. 5 mois après avoir lancé sa campagne contre Nicolás Maduro, Juan Guaidó exige toujours l'organisation d'élections présidentielles anticipées. Une demande fermement repoussée par le régime. Eh bien, c'est comme ça, Madame Michel Bachelet, qui est haut-commissaire de l'ONU, eh bien, on rencontre ça, est-ce que il y a des solutions qui sont sorties pour capable de résoudre la crise vénézuélienne? Nous voyons dire Maduro qui même, qui a resserré, qui a monté pression tout sur M. Guaidó parce qu'il a accusé des membres de l'opposition qui n'ont fraude. Il y a des soldats qui étaient défectés l'armée vénézuélienne qui a réfugié en Colombie, qui disent par contre pour ça là parce que ça a été prometteur, pas de baillot. Je ne dis pas, est-ce que pile monde dit voilà c'est un néophyte, son jeune nègre qui parle en bonne politique bien et qui même fait frustrer Donald Trump, le président américain, parce qu'il était préparé pour capable retirer Monsieur Maduro au pouvoir, et bien que Guaidó, je par contre mener jouer là bien. Mais il y a un pile observateur qui a suivi qui dit non, la diplomatie américaine, c'est une diplomatie qui est forte et qui est grande. Le cas que est capable de trébucher certains côtés, il faut très précautionner parce que capable de monter en puissance au cas où il capoter régime Maduro. Même nous suivre de près avec Zoomno pour être capable de comprendre ce qui a passé dans le pays Venezuela. Avant de finir, nous allons retourner dans la crise iranienne, puisque ce conflit qui fait les grands titres des journaux, à travers plusieurs chaînes de médias à travers le monde, Zoomno était braqué sur l'Iran. Après que l'Iran plaqué un drone américain à terre, en pile question à poser. Donald Trump, genre président américain d'eau, c'est parce que je ne sais pas monde qui fait que je ne pas faire attaque là. Mais qui dit que le président américain l'a joué des pions là pour le capable d'utiliser une campagne électorale. Puisque nous connaissons l'élection pas approchée et il y a un grand débat démocrate là qui vous fait très bientôt. Nous allons suivre de près l'évolution. Le président a cherché des manitou pour faire que campagne ayant des traits, il y a des substances, des choses qui vont faire actualité, qui vont questionner le candidat qui va en face. On suit dans ton après. Le 13 juin 2019, 2 pétroliers ont subi des attaques en mer d'Oman. Sur les 2 navires, l'un norvégien, l'autre japonais, les explosions n'ont fait aucun blessé. Pourtant, depuis ces attaques, c'est la panique dans la communauté internationale. We have an international situation there in the Middle East. Seguo inoltre con preoccupazione l'accrescersi delle tensioni nel Golfo Persico. I note with deep concern this morning's security incidents in the Strait of Hormuz. Du pape aux représentants des Nations Unies, tous ont peur d'une chose,
que cet incident au beau milieu du détroit d'Ormuz mène à une déclaration de guerre entre l'Iran et les États-Unis. Mais pourquoi juge-t-on qu'une telle escalade est aujourd'hui possible? Et pourquoi les tensions se cristallisent-elles dans ce détroit en particulier? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord faire un peu de géographie. Le détroit d'Ormuz, donc, c'est ici, entre l'Iran à l'est et une partie de l'État d'Oman à l'ouest. Il s'agit d'un couloir maritime très étroit. Seulement 40 km séparent ces deux pays. Mais surtout, c'est un passage obligé pour les grands exportateurs de pétrole que sont l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et le Qatar. C'est donc par ce tout petit détroit que passe un tiers du trafic pétrolier maritime, ainsi qu'un cinquième du commerce global de gaz naturel liquéfié. Cette configuration particulière fait du détroit d'Ormuz un point éminemment stratégique, ce qui explique les nombreuses bases militaires installées dans la région ainsi que les tensions dont elle fait régulièrement l'objet. Entre 1984 et 1987, par exemple, pendant la guerre opposant l'Iran à l'Irak, quelques 240 pétroliers y ont été attaqués et 55 ont été coulés. Depuis, l'Iran a menacé à plusieurs reprises de bloquer le détroit. Des menaces qui font peser un risque sur les cours mondiaux du pétrole, en plus d'être contraires au droit international. Alors, aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est à nouveau au cœur de vives tensions. Mais, cette fois-ci, l'Iran fait face aux États-Unis. Et tout ça à cause de l'accord sur le nucléaire iranien. Signé en 2015, cet accord vise à limiter le développement d'armes nucléaires en Iran. En échange, les États-Unis et leurs alliés européens doivent lever les sanctions économiques. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Donald Trump n'aime pas du tout cet accord. Pour en savoir plus sur ce texte et ce que Donald Trump lui reproche, vous pouvez visionner une autre de nos vidéos que vous trouverez juste ici ou bien en description. En mai 2018, Donald Trump décide donc d'en sortir et instaure à nouveau des sanctions économiques. Le but, forcer l'Iran à renégocier un accord qu'il jugerait plus favorable aux États-Unis. Et c'est dans ce contexte que les États-Unis ont accusé l'Iran d'être responsable des attaques de pétroliers du 13 juin 2019. Images à l'appui. Ici, l'armée américaine affirme que l'on voit des soldats iraniens retirer d'un pétrolier une mine qui n'aurait pas explosé, afin d'effacer toute trace de leur implication. Le problème, c'est que les preuves avancées par les États-Unis ne sont pas totalement convaincantes. D'abord parce que l'opérateur du navire japonais, attaqué le 13 juin, contredit la version américaine. Selon lui, ce ne sont pas des mines qui sont la cause du sabotage. Ensuite, parce que ce ne serait pas la première fois que les États-Unis mentent pour orienter leurs alliés. On se rappelle en 2003, Colin Powell, qui était à l'époque secrétaire d'État, qui à la tribune de l'ONU avait agité des fioles prétendant que c'était un contenu d'anthrax, que c'était possédé en masse par Saddam Hussein et que Saddam Hussein représentait un danger. Il a menti totalement à la totalité de ce qu'on appelle encore la communauté internationale. Et depuis lors, d'ailleurs, les opinions publiques sont assez méfiantes par rapport à ce que peuvent raconter les dirigeants états-uniens. Avec ces accusations, le but des États-Unis est clair, inciter leurs alliés européens à tourner, eux aussi, le dos à l'Iran. Privé d'échanges économiques, le pays n'aurait alors d'autre choix que d'accepter de renégocier un accord sur le nucléaire. En attendant, l'Iran nie en bloc et menace à nouveau de fermer le détroit d'Ormuz. Il a même abattu le 20 juin un drone américain qui l'accuse d'avoir violé son espace aérien. Il y a un bras de fer diplomatique, c'est somme toute assez classique.
au niveau politique, au niveau économique et au niveau militaire, toutes les forces sont disposées pour s'affronter à un moment donné, une petite allumette peut mettre le feu aux poudres. Alors ça ne signifie pas qu'automatiquement guerre il y aura, mais c'est une probabilité qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. De son côté, l'ONU a demandé une enquête indépendante afin de déterminer qui a attaqué les pétroliers le 13 juin, avec pour objectif d'éviter l'escalade. What we would not like to see is a military escalation in the region. We think that would be extremely dangerous, definitely not positive, neither for anyone in the region, nor for Europe, neither for the rest of the world. Alors, on t'a suivi à travers reportage ça, comment le monde peut maintenant comprendre ce qui a passé dans la mer d'Ormen. On voit que c'est en zone géopolitique. Je vais expliquer là. C'est un canal côté tout pays qui des puissances pétrolières dans le monde. C'est là pétrole passé des billions de dollars qu'a généré. Un peu le grand connaisseur du Moyen-Orient, un conflit entre l'Iran et les États-Unis, c'est bon pour la région. Parce que ça va le faire. Les attaques faites dans la région. Donc on a le Yémen qui est déjà en crise déjà. Le Yémen qui, côté gon guerre entre, on guerre tribale, on va dire comme ça, entre chiites et sunnites. Alors donc on est l'Arabie Saoudite qui supportait les sunnites et l'Iran les chiites. On est dit guerre ça, en pile connaisseur de la région, dit son guerre qui a mis le monde là tout dans difficulté financière. Déjà il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, il y en a une autre guerre. C'est guerre sous guerre. Et là, qui dit donc président, tout, c'est pas un nègre qui pas intelligent. Il comprend les donnes de la politique. Il a joué tout pour le zèle 4 namel pour l'élection qui va venir. Il va sortir président, quand il dit Monsieur Bernie Sanders, on est qui va être fatigué, qui est faible. Il parlait de Joe Biden comme on est qui mentally weak, ça le dit, mentalement qui est faible. Alors le président fait des attaques. Je de garde un mot, son président a jamais fait ça, nous avons gardé un mot là entre le président américain et l'Iran, c'est ça, fatigué avec le président américain et Kim Jong-un, côté il a tiré à couteau tiré sur Twitter, il a qualifié l'autre de tirassi, de fat, de son paquet de jeux. Il y a des gens qui disent, est-ce que la Maison Blanche, est-ce qu'elle transformée en véritable maison pour adultes, en adult daycare? Parce que déclaration comme sortie, il a dit à 100 pile questions, en pile observation. Mais, il m'a dit non, pas penser champ de stratégie, ça président peut utiliser pour aller gagner pour l'élection. Donc, un candidat démocrate qui va la face président, fort, un argument capable de contrecarrer lorsqu'on a un débat avec le président américain. Parce que, je ne pas lâcher bouche li, pas mettre zip là-dedans, l'abdou, n'importe quoi dans bouche pour le montrer que son est faible. Mais comme c'est le scoop, nous allons finir avec People News, c'est l'actu People. Nous allons commencer dans le monde People. Puisque je ne toujours braqué, nous sommes prêts pour nous finir avec deux scopes. Vous faites partie des People Person. People News, l'actu People. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition People News. Mon nom c'est Erlich Dorelas, depuis la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. Ah, c'est le 13 avril 1953. Son jour extrêmement important. Je crois même si c'est pas la mort de Staline, mais son jour est tellement important que je me décidé, moi, je dis bon, ok, je vais venir là. Et puis me voilà. L'un des immortels de l'Académie française, Dany Laferrière, a été l'invité d'honneur de la 25e édition de Livres en folie en Haïti. Tout le monde qui l'a, c'est le monde qui écrit ou bien le monde qui lit. Mais, son rêve, c'est magnifique. Vous connaissez, vous avez coup de feu à tirer, pas rien là. Là, c'est le livre, on est contre vous. Il n'est pas fort faire ça, il dit retourner contre son tia, parce que ma capitaine moderne, ils font sourire et puis ils montrent au livre, ils sont achetés, voilà ce qu'on l'autre. Sous un soleil de plomb, bibliophile, écrivain, bouquiniste était présent pour Livres en folie. La folie du livre, la passion pour la lecture ont animé les amants du livre, l'immortel de l'Académie française a paraphé son tout dernier livre en date vers d'autres rives. Malgré le taux d'analphabétisme très élevé en Haïti, les jeunes lecteurs haïtiens n'ont pas loupé l'événement. «
Jean-Michel Lapin, un Premier ministre nommé pas encore ratifié. Il n'a pas été bien accueilli dans la 25e édition de Livre en folie. Certains lecteurs scandaient des slogans anti-PHTK à l'arrivée du Premier ministre nommé Lapin. Petro-Caribé a été évoqué. Lapin a laissé bredouille, Livre en folie. New Jersey, l'un des partisans de Michel Martelly impliqué dans une bagarre. Roro Nelson, lors d'une prestation de Sweet Mickey, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Un groupe d'Haïtiens était venu protester contre Michel Martelly à New York pour dire non à la prestation de Sweet Mickey au Méli Mélo restaurant. Parler de la politique haïtienne peut causer des ennuis. Le faiseur de tube Richie du groupe Classe, dans une vidéo, a réagi autour d'une vidéo qui enflamme les débats du non-départ du président Jovenel Moïse. Le maestro du groupe Classe a pointé du doigt des détracteurs. Ok, m'ba jamais rentrer dans bagage. M'gon grande parti politique les classes. Ça veut dire que ouais ça n'a fourré là-dedans, retirer en vitesse parce que c'est pour nous pas bon. Parce que m'ba jamais prendre position pour gouvernement. Moi respecter position. Moi respecter le peuple a dit on bagaille, il choisit on bagaille parce que il dit ce que le peuple veut, Dieu le veut. Mais m'pa jamais m'ba gen tempérament ça. Si vous faites du jol à terre pour retirer dans gombo 110 sel nous parce que c'est au cap grandi, mon au cap comme ça me le dit là. Pour retirer dans gombo 110 sel nous parce que m'pa la donne. Et voilà, c'est la fin de People News pour ce aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Mon nom c'est Erlich Dorelas. Bonsoir et bonne semaine. Eh bien, on se donne campé avec deux scoops pour assurer même qui tape suivre. Donc, tu fait provision de bonnes informations, tu fait un voyage avec vous, tu as repérer l'info dans l'info. Télévision, c'était les belles top. Eh bien, on est capable de subscribe sur YouTube channel, YouTube pour les Américains, YouTube pour les francophones. Eh bien, nous avons sur Roku TV pour ne pas ouiser, pour garder nous la caillou à installer devant le téléviseur pour suivre nous 24 heures sur 24. Quand pile show en télévision, ça, nous avons d'autres shows pour sur télévision qui fait pour. Côté nous là pour nous éduquer, pour nous transformer, ou même pour aller former l'autre monde. Non pas, c'est Erlich Dorelas. On les voit que moi c'est pour dimanche prochain. Bonsoir et bonne soirée. Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille. C'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent, là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse.
Divertissement, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltop, très bientôt sur Roku. Télébeltop, c'est la télé. Si vous l'écran qu'on éléphant. Dominique Donna et Radio Télé Boston présentent dimanche 21 juillet le spectacle de l'année 2019. L'enbut pour nous supporter construction d'une belle bibliothèque dans Cité Soleil, n'a pas invité ou dans un concert qu'a fait dans Milton High School à partir de 6h30. De la partie Belot, cap sorti depuis Haïti. Cité Soleil tranquille. Tinez Salvan venant de Miami, Florida. La jeune et la talentueuse saxophoniste Ashley Villard de Boston, une soirée qui a animée par Sergio, blagueur moment. Tonton Kirazé, la prière bon Dieu, il dit, oh Seigneur, fais je non 1000 gourdes à terre, non. Ma prend 500, ma bois 500. Même côté à Toto sur la caille, il peut même river dans Carrefour, même Toto je non 500 gourdes à terre. Toto dit, oh l'éternel, ou intelligent vrai, ou kon qui est moi, ou prend pour la depuis en l'air. Invité spécial, Clarence Renoir, journaliste de carrière. Adresse Milton High School Auditorium, numéro 25 Gilles Road. Admission $30 à l'avance, $40 au guichet VIP, seulement $50. Dimanche 21 juillet. Pour information 617 290 16 60.